Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'association Femmes et Droits avec sa présidente Clémence Amara Bettati. On parlera également de la justice qui écarte la démolition du parc éolien de Bernag avec Alexia Esquinazi, associée chez CGR Avocats. Enfin, on parlera du droit à la déconnexion avec Jean-Marc Albiol, associé chez Ogletree Dickens. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. La place des femmes dans les professions juridiques évolue, mais des défis persistent. On en parle tout de suite avec mon invité. Clémence Amara Bettati, avocate et présidente de l'association Femmes et Droits. Clémence, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on va parler de votre association Femmes et Droits. Pouvez-vous revenir sur l'origine de cette association et quel est son objectif ? Alors, l'association, elle a été créée en 2008 avec pour objectif de lutter simplement contre les discriminations qui étaient faites aux avocates dans le cadre de leur exercice professionnel, mais aussi avec cette volonté de promouvoir justement la place des femmes au sein des institutions. C'est une association qui est nationale et pour dire les choses simplement, je dirais qu'elle s'était un peu endormie ces dernières années. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de lui redonner un nouveau souffle avec un certain nombre de consoeurs et je me réjouis de constater que vous avez des membres de différentes générations avec des typologies et des domaines d'activité très variés. Alors, on va venir sur l'action concrète de votre association. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour promouvoir la place des avocates dans la profession et aussi plus largement dans les professions du droit ? Alors, l'association, elle a fait déjà un certain nombre de choses par le passé. Pour vous donner des exemples peut-être concrets et rapidement, au sein du Conseil national des barreaux, par exemple, il n'y avait pas de commission égalité. Cette commission, elle a été créée avec l'association Femmes et Droits et aussi la FNUJA. De la même façon qu'aujourd'hui, pour ne donner que l'exemple de Paris, au Conseil de l'Ordre, vous avez aujourd'hui des binômes qui sont paritaires, donc un homme et une femme, grâce à l'association. Donc nous, on veut vraiment continuer évidemment ce qui a été déjà fait et par ailleurs vraiment essayer de, par des formations, par un certain nombre d'ateliers, par des rencontres aussi, peut-être plus informelles, créer voilà, un réseau de femmes avec un esprit vraiment de sororité pour développer son domaine d'activité et puis se soutenir, défendre aussi les consoeurs évidemment. Donc voilà, beaucoup de projets à venir. Bon, on voit que l'association est riche, plein de projets à venir. On va évoquer peut-être les freins qui demeurent dans le parcours des femmes dans les professions du droit. Quels sont les principaux obstacles ? Alors, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'ils sont nombreux, vous vous en doutez. Plus sérieusement, les trois qui me viennent à l'esprit, et peut-être le premier, le plus important, ou en tout cas le plus évident, c'est évidemment la question de la maternité, puisqu'on constate qu'en réalité, lorsqu'une consoeur a son premier enfant, et évidemment son deuxième, elle va, par exemple, pour le congé maternité, évidemment être éloignée du cabinet. Et le constat qu'on peut faire, c'est que malheureusement, ça a une incidence sur l'évolution de sa carrière. C'est le cas pour les avocates, mais en réalité, c'est le cas pour les femmes en général, et ça a été démontré dans bon nombre d'études évidemment. Et ce qui est regrettable, c'est que par ailleurs, ce qu'on voit aussi au sein de la profession, c'est que malheureusement, vous avez des consoeurs qui, justement, à partir du premier enfant, du deuxième enfant, vont quitter la profession, alors que c'est une profession qui est extrêmement féminine, puisque je crois que vous avez que 57% d'avocates. Donc ça, c'est peut-être la première chose. Le deuxième auquel je pense, c'est un peu cette notion de plafond de verre et de parquet collant, on peut dire. C'est-à-dire qu'une femme ne va pas avoir la même évolution de carrière qu'un homme. Et aujourd'hui, vous constatez factuellement que dans les cabinets, les associés sont majoritairement des hommes, de la même façon qu'au poste de direction, vous avez majoritairement des hommes. Et enfin, peut-être un peu cette idée de stéréotypes qui sont des vieux clichés qui en réalité déjà sont évidemment faux et n'ont pas beaucoup de sens, mais qui voudraient dire qu'une femme, par exemple, serait peut-être plus pertinente dans certains domaines d'activité, donc plutôt le droit de la famille, alors que des hommes, ce serait le droit des affaires. Elle serait moins en capacité de gérer des dossiers compliqués ou des clients difficiles. Donc il faut combattre encore ces clichés. Évidemment, évidemment, c'est certain, c'est très important et c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et globalement, c'est quand même une profession qui est féminine. Il y a eu des évolutions, les choses se passent, on le voit, mais il reste encore
à mon sens, beaucoup de travail. Donc lever ces obstacles, mais comment faire réellement pour accompagner les jeunes avocates dans leur parcours professionnel? Je vous le disais, nous, vraiment le fait qu'il y ait une entraide, donc créer un espace de sororité, peut-être les former aussi tout simplement. Enfin vraiment, je pense qu'il y a aussi cette question, à un moment donné, savoir aller demander une augmentation, savoir comment évoluer dans une structure et dans un cabinet international, donc essayer d'avoir des conseils. C'est pour ça que je vous parle de ces formations, de ces commissions, des ateliers qu'on va mettre en place, pour vraiment faire évoluer les choses et que chacune, à titre personnel et pour les autres, puisse encore une fois travailler en ce sens. Alors au-delà de ces ateliers que vous souhaitez mettre en place, vous organisez ce soir un événement interprofessionnel avec d'autres réseaux féminins, notaires au féminin, femmes experts comptables. Pourquoi c'est important d'associer d'autres professions, d'autres réseaux féminins? Alors d'abord parce que je crois beaucoup à l'interprofessionnalité. Je trouve que c'est très intéressant. En réalité, que ce soit les notaires, les avocats ou les experts comptables, les constats sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes obstacles Les mêmes et problématiques. les mêmes problématiques, souvent d'ailleurs des professions qui en réalité sont très féminines, puisque pour les notaires, je crois que c'est à peu près équivalent. On doit être autour de 57%. Donc on fait les mêmes constats, essayons de réfléchir ensemble à des actions communes. Cet événement, c'est vraiment le point de départ de notre partenariat. C'est un très bel événement, vous l'avez dit, qui aura lieu ce soir, donc sur le thème de l'indépendance économique des femmes, thème qui nous tient encore une fois à cœur, chez Arcurial, qui est donc une maison de vente, avec un certain nombre de femmes, avec des parcours assez remarquables quand même, puisque vous aurez la présidente de Guerlain, une des directrices égalité de chez L'Oréal, vous aurez aussi une représentante de la Fondation des femmes qui travaille évidemment énormément sur ces sujets, mais aussi une philosophe et sociologue. Voilà, donc des parcours et des profils assez différents. Aujourd'hui, compte tenu de l'évolution politique, elles ne sont plus ministres, mais par ailleurs, il se trouve que nous aurons Aurore Berger et Agnès Pannier-Runacher qui seront présentes. Donc voilà, un bel événement sur lequel on a beaucoup travaillé et qui, j'espère, nous permettra encore une fois de penser à des actions communes. Et encore une fois, ce n'est que le début, il y aura encore beaucoup de choses. Au-delà des actions communes, c'est quoi le message principal derrière tout ça? L'indépendance économique des femmes, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité pour chaque femme, à travers sa formation, son activité professionnelle, d'être autonome, indépendante d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, de pouvoir aussi gérer de façon libre et éclairée son patrimoine, ses ressources, sans dépendre de qui que ce soit. Or, aujourd'hui, le constat qu'on fait, que ce soit d'ailleurs pour les avocates, pour les notaires, pour les experts comptables ou pour nos clientes, puisque c'est ça qui est intéressant, c'est que malheureusement, les femmes ont peut-être un peu moins justement ce réflexe d'aller chercher les professionnels. Il y a une phrase, moi, que j'aimais bien de Sybille Lemaire, ancienne ministre, qui disait « Chaque femme devrait avoir dans son téléphone portable le numéro de son notaire, de son banquier et de son avocat ». Je pense qu'on pourrait rajouter de son expert comptable. Et je crois que c'est très juste, en fait. Il faut vraiment qu'on retienne le fait que les femmes doivent être accompagnées et s'entourer de professionnels. Alors, si on doit se projeter, comment vous voyez l'évolution de la femme avocate dans les 10 prochaines années? Écoutez, je pense que la nouvelle génération est peut-être, comment dirais-je, encore plus intransigeante avec la question de l'égalité. Je crois que c'est quelque chose de finalement beaucoup plus naturel, peut-être même d'évident pour eux. Donc je crois que l'évolution sera forcément positive et qu'on aura effectivement de plus en plus de femmes en réalité qui seront associées, qui seront à des postes de direction. On le voit dans les institutions, au sein de la profession, ça évolue dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille encore plus vite? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qu'on peut essayer d'initier dès maintenant pour que ça prenne, parce qu'on en parle depuis longtemps de tout ça? Évidemment, c'est un sujet qui est récurrent. Je crois aussi qu'il ne faut pas rester seul. Moi, ce que j'entends beaucoup des jeunes consoeurs, c'est qu'elles se lancent effectivement dans leur activité professionnelle, que ce soit en cabinet de grande taille ou petite taille, et elles ne s'entourent pas forcément. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est très concentré. C'est important d'être soutenu. Exactement. Je pense que c'est important d'être soutenu, de bénéficier de l'expérience des autres en réalité et de comprendre comment ça fonctionne, et puis de s'entraider. Voilà. La sororité, c'est un mot qui a un vrai sens. S'entraider, c'est aussi faire part de son expérience, d'expliquer, comme vous l'avez dit avec votre événement, d'avoir comme ça des personnes qui témoignent pour dire, voilà, moi j'y suis arrivé, vous pouvez le faire aussi. C'est exactement ça. Voilà les difficultés auxquelles j'ai été confrontée, voilà comment j'ai fonctionné. Et puis c'est aussi très concret et très pro-business, j'allais dire, c'est-à-dire s'envoyer des dossiers, essayer comme ça de fonctionner avec un réseau féminin qui pourrait permettre de faire avancer les choses. On va conclure là-dessus. Merci Clémence Amara Bettati. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Femmes et Droits. Merci à vous. Tout de suite, l'émission continue. On va parler éolienne et réglementation avec le contentieux de Bernag.
On poursuit ce Lex Inside. La justice écarte la démolition d'éoliennes à Bernag. On en parle tout de suite avec mon invité, Alexia Esquinazi, associée chez CGR Avocat. Alexia, bonjour. Bonjour Arnaud. Dans l'affaire de Bernag, la Cour de cassation a refusé la démolition d'éoliennes à Bernag. Elle met fin à une saga judiciaire depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans. On va en parler ensemble. Pour démarrer, pour bien comprendre, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler la procédure administrative? Oui, bien sûr Arnaud, avec plaisir. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une saga judiciaire qui a duré plus de 10 ans et le volet administratif finalement n'est que le premier opus de cette saga judiciaire. Ce qui s'est passé devant le juge administratif, c'est qu'on a assisté à l'annulation non pas d'un permis de construire, mais de 2 permis de construire qui permettaient précisément la construction de ces 7 éoliennes sur le plateau de Bernag. Un premier permis de construire a été annulé en 2012 et un second permis de construire a été annulé par la juridiction administrative en 2017. Mais la particularité de ce dossier, et c'est ça qui rend ce dossier très concret, c'est qu'entre 2012 et 2017, le parc éolien de Bernag a été construit, a été raccordé et a été mis en service. D'accord. Ce qui a donné la situation concrète suivante. On avait donc un parc qui tournait avec des permis de construire annulés. Sauf que le juge administratif n'a pour compétence que d'annuler finalement des permis de construire dont la légalité est entachée, mais ne peut pas ordonner la démolition. Ça, c'est l'office du juge judiciaire. D'accord. Mais en l'état de la saga administrative, les permis de construire du parc éolien de Bernag qui étaient raccordés et qui tournaient ont été annulés. Alors, on va voir sur le plan judiciaire. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sur le plan judiciaire, il y a eu comme un passage de relais. Parce que, comme je viens de vous le dire, le juge administratif, lui, ne peut se borner qu'à annuler les permis de construire. Mais il ne peut pas, si je puis dire, aller jusqu'au bout de sa sanction. Ça, c'est l'office du juge judiciaire. Et les associations de protection de l'environnement se sont emparées, finalement, du sujet, exactement. Et donc, pour opérer ce passage de relais entre juge administratif et juge judiciaire, c'est la raison pour laquelle, devant le juge judiciaire, ils ont été demandés la démolition du parc éolien de Bernag sur le seul fondement qui existe, l'article L480-13 du Code de l'urbanisme. Pour bien comprendre, c'est quoi le fondement juridique? Alors, ce fondement juridique, c'est une disposition du Code de l'urbanisme qui prévoit que le juge judiciaire a la possibilité d'ordonner la démolition, à condition que soient remplis des critères très exigeants, puisque c'est un outil juridique très fort, hein, c'est une arme de destruction massive dans l'arsenal juridique du juge judiciaire. Et le juge judiciaire doit apprécier 3 conditions cumulatives: un permis de construire annulé, la violation d'une règle d'urbanisme et un préjudice en découlant. Ce n'est qu'à ces 3 conditions cumulativement réunies que le juge judiciaire peut ordonner la démolition. Alors concrètement, comment on est arrivé à cette décision où la Cour de cassation a justement ordonné, a refusé la démolition du parc éolien? Alors, deuxième opus de cette saga judiciaire où nous, côté Bernag, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'abord, on a le tribunal de Montpellier, première instance, tribunal judiciaire, qui ordonne la démolition. Et puis ensuite, une cour d'appel qui finalement refuse la démolition en infirmant le jugement rendu en première instance. Et puis une cour de cassation qui décide de casser l'arrêt d'appel et qui ordonne de nouveau la démolition. À ce stade, nous sommes en 2023. D'accord. Il faudra attendre encore 2 ans de plus pour que le 30 avril 2025, la Haute Cour de justice mette un point final à cette saga judiciaire. Et verdict, pas de démolition du parc de Bernag, cassation sans renvoi, la décision est définitive, le parc tourne. Alors pour aller plus loin, je crois que les associations environnementales faisaient valoir la protection des espèces protégées, c'est bien cela? C'est tout à fait ça, et notamment la présence d'un couple d'aigles royales sur le site. Et effectivement, au moment de l'arrêt de cassation, le tout premier, il y a eu un accident, un aigle qui a été tué. Et on peut penser que c'est ce qui a donné lieu à ce premier arrêt de Cour de cassation défavorable qui a cassé l'arrêt d'appel qui n'ordonnait pas la démolition. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cet arrêt en définitive? Alors, je dirais qu'il y a eu un changement réglementaire assez crucial pendant toute cette saga judiciaire. Ce qu'il s'est passé, c'est que
les éoliennes sont passées sous le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, ce fameux régime dit ICPE. Quelles conséquences, me direz-vous? Eh bien, cette conséquence, c'est que les éoliennes n'étaient plus soumises à permis de construire, mais étaient désormais soumises à autorisation environnementale. D'accord. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'outil de l'article L480-13 est un outil de destruction massive, puisqu'il permet d'ordonner le démantèlement. Et donc, ces conditions doivent être appréciées très strictement. C'est-à-dire qu'il faut que le juge constate la violation d'une règle d'urbanisme. Or, la Cour de cassation a considéré que la sanction de l'article L480-13 était tellement lourde de conséquences qu'il faut que le jour où le juge statue, cette violation soit constatée. Or, en 2025, lorsque la Cour statue, le parc éolien de Bernag n'a plus besoin de permis de construire, puisque le parc éolien, désormais, obéit au régime des ICPE et donc à l'autorisation environnementale dont le parc de Bernag disposait. Donc c'est vraiment ce changement de réglementation qui a permis l'issue de cette saga judiciaire? Exactement. C'est ce changement de réglementation qui permet aujourd'hui de voir le parc éolien encore composé de ces 7 aérogénérateurs. Qu'est-ce que ça change pour les porteurs de projets? Je pense que c'est un message qui leur est délivré de sécurité juridique et donc de sécurité des investissements quelque part. Le juge judiciaire qui a à sa disposition dans son arsenal juridique cette arme-là qui permet de faire démanteler un parc, qui est donc une sanction grave, ne peut pas faire n'importe quoi et ne peut pas faire fi de l'évolution réglementaire. Et donc au jour où il statue, cette violation doit être appréciée avec beaucoup de rigueur. Comment on doit mettre en balance les intérêts de protection des espèces protégées et les intérêts des porteurs de projets? Comment on fait? C'est difficile, on voit une saga judiciaire comme ça d'une dizaine d'années, on voit les risques de démolition, un parc qui se construit, qui peut être démoli, un parc éolien. Comment on fait? On prévoit en amont les mesures, et c'est ce que font les développeurs par ailleurs, des mesures de protection des impacts environnementaux que l'implantation d'un parc éolien peut générer. Donc aujourd'hui, les porteurs de projets sont très au fait de ça et des mesures environnementales à mettre en œuvre en amont pour protéger notamment les espèces qui avoisinent le parc éolien. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à avoir en tête pour sécuriser ces projets? Je dirais l'assurance, l'assurance recours notamment, mais tous les mécanismes assurantiels qui permettent de sécuriser les investissements en cas de recours, notamment, pour permettre la construction, malgré les recours des associations de protection environnement ou des voisins, par exemple. Vraiment, pour finir, ce type de contentieux, ça peut faire peur pour les porteurs de projets. Est-ce que c'est une tendance qu'on a régulièrement ou il y a quelques affaires comme ça qui ont des sagas judiciaires qui durent une dizaine d'années? Alors celui-ci est assez emblématique pour la filière, c'est certain. Les porteurs de projets savent que le démantèlement est possible à cause, je dirais, de cette disposition du Code de l'urbanisme. Néanmoins, c'est un message positif qu'envoie la Haute Cour de justice, d'appréciation stricte de ces dispositions et presque de conscience de la gravité des conséquences que l'application de ces dispositions peuvent emporter. On va conclure là-dessus. Merci Alexia Esquinazi. Je rappelle que vous êtes associée chez CGR Avocats. Exactement. Tout de suite, l'émission continue. On va parler d'un droit essentiel dans nos vies hyper connectées, le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion est un droit fondamental maintenant dans nos vies hyper connectées, mais qu'en est-il réellement de son application? Quel est le cadre légal? On en parle tout de suite avec mon invité Jean-Marc Albiol, avocat associé au sein d'Ogletree Dickens. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler effectivement d'un droit dont on parle de plus en plus, le droit à la déconnexion dans un moment où on est tous très connectés. Pour commencer, quel est le cadre légal de ce droit à déconnexion? Alors, bref historique, puisque le droit à la déconnexion va bientôt fêter ses 10 ans. L'historique, c'est la loi d'août 2016, c'est la loi El Khomri, la loi travail, qui a introduit une obligation pour les employeurs de négocier avec les organisations syndicales un droit
à la déconnexion. Et ça a été codifié dans le Code du travail, c'est l'article L22 42 17 qui nous dit à chaque négociation sur la qualité de vie au travail et sur les conditions de travail, donc chaque négociation annuelle, j'introduis ce sujet du droit à la déconnexion. D'accord. Et concrètement, si on doit le définir, comment on l'entend, ce droit à la déconnexion? Qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Alors, le principe est simple. Le principe, c'est de pouvoir effectivement, à un moment, mais ce qui est simple pour les salariés qui ne sont pas en travail à domicile, sur les horaires de travail, pouvoir être connecté et ensuite avoir finalement le droit de déconnecter de tous les outils numériques, tablettes, téléphones, ordinateurs, en dehors de ses horaires de travail. Donc voilà, pour un salarié qui a des horaires classiques de travail, le principe, on voit bien, il est extrêmement simple. Bien sûr. Il est un peu plus compliqué quand on travaille à domicile et quand on jongle entre ses obligations, vie personnelle, vie professionnelle, tout ça se mélange un peu et ça devient un peu compliqué. Et puis, il y a un autre exemple qui rend les choses un peu compliquées, c'est quand on travaille à l'international. Quand on travaille avec des employeurs internationaux, avec des décalages horaires, etc. Voilà, comment pratiquer le droit de déconnexion. Mais le principe, il est clair. Pendant mes horaires, je suis connecté, je réponds à mes emails. En dehors de mes horaires, j'ai le droit de ne pas répondre ou de différer l'envoi de mes emails. Bon, on vient de voir les droits et obligations du salarié. Côté employeur, quelles sont les obligations? Alors, soit effectivement j'arrive à négocier un accord avec mes organisations syndicales, tel que c'est prévu par la loi, soit je le négocie sous forme de charte, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui va définir unilatéralement les modalités du droit à la déconnexion. D'accord. Et en ce qui concerne les modalités, il y en a plusieurs. Ça fait appel à la créativité juridique. En général, c'est de quel ordre? Alors, le plus commun, ce qu'on voit vraiment de manière commune dans les sociétés, c'est, vous savez, un bloc signature dans lequel j'indique que, passé les horaires de travail, je n'ai pas l'obligation de répondre à l'email ou, ou finalement d'interférer avec celui qui envoie l'email. D'accord. Mais il y a d'autres solutions. Il peut y avoir des pop-up qui s'affichent lorsque j'envoie un email tardivement. Et il y a même des sociétés qui prévoient dans le cadre de chartes que, effectivement, le serveur n'enverra pas l'email passer une certaine heure, passer 20 heures par exemple, et l'email sera envoyé au lendemain ou pendant le week-end. Effectivement, il n'y a pas de possibilité d'envoyer des emails pour préserver ce droit à la déconnexion, mais c'est à la carte soit de l'accord, soit de la charte. Alors, pour bien comprendre quels pourraient être les dangers d'un salarié qui serait hyper connecté, quels sont les risques? Alors, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est en termes de qualité de vie au travail. Il y a un phénomène qui se développe, on le constate tous en tant qu'avocat en droit social, c'est qu'il y a des burn-out, il y a des salariés qui craquent et qui ensuite, lorsque l'affaire, si le salarié s'en va, vient en contentieux, dit voyez, j'étais connecté en permanence, je devais travailler à minuit, je devais travailler le week-end, et qui produit les emails qui démontrent qu'effectivement il le faisait. Ça, c'est le premier risque, effectivement, l'atteinte à la qualité de vie au travail. Et le deuxième risque, il est aussi financier, c'est le paiement des heures supplémentaires qui sont aussi justifiées par la production d'éléments. Donc finalement, pour juguler les risques, ce droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui n'est pas si mal que ça et qui permet de juguler, de limiter le temps de travail. Donc, il faut vraiment s'atteler à ce sujet parce que ça peut être une problématique, on l'a vu, sur la santé ou une problématique de coût, effectivement. Pour essayer de prévenir, entre guillemets, d'éviter ces risques, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place? Alors, je pense que ce droit à la déconnexion, lorsqu'il est mis en place, il est vraiment respecté parce que c'est quelque chose qui est populaire et qui permet aussi finalement de souffler, de se régénérer. Il y a certains salariés notamment des managers, qui ont du mal à le respecter. Je pense que ça, c'est une problématique HR et il appartient effectivement aux directeurs et directrices des ressources humaines d'identifier les personnes qui ont un peu de problème avec ce droit à la déconnexion. Et de les sensibiliser, d'essayer de les inviter à se déconnecter. Voilà, soit par le biais de formation, soit par le biais de conversation. Effectivement, un salarié qui enverrait des emails chaque dimanche matin à 8 h ou le dimanche à 20 h en disant « j'ai besoin d'action tout de suite maintenant » doit être vu parce que
il peut y avoir des urgences. Attention, le droit à la déconnexion n'est pas absolu. Il peut bien sûr y avoir une urgence. La plupart du temps, ça peut attendre le lundi matin. D'accord. Donc alerter, vraiment avoir une discussion avec ses salariés ou ses managers qui auraient l'habitude de se connecter le week-end, pendant les vacances. Voilà, et qui auraient un volume trop important. Certes, le principe du droit à la déconnexion est fixé dans le Code du travail, mais c'est aussi finalement par le biais de chartes de la soft law, donc ça doit être discuté de gré à gré, je dirais. Alors, est-ce que ça veut dire que la culture d'entreprise, elle est plus forte que le droit dans l'effectivité du droit à la déconnexion? Oui, Arnaud, parce que finalement, lorsqu'on ne signe pas un accord, on fait une charte. Et la charte, ce n'est rien d'autre que la projection de la culture de l'entreprise. Et je pense que c'est valorisant pour des candidats, pour finalement des salariés, de dire on travaille dur, mais en même temps, on respecte les temps de travail et les temps de repos. Donc c'est effectivement un appel à la culture d'entreprise, et les chartes sur le droit à la déconnexion ne se ressemblent pas toutes. Alors, essayons de nous projeter un peu sur ce droit à la déconnexion. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance à venir dans un monde où on dit que on fait de moins en moins de télétravail, où les grandes entreprises, en tout cas, essayent de faire revenir leurs salariés au travail? Est-ce que ça veut dire moins de connexion? Est-ce que ça veut dire qu'on sera amené justement à mieux respecter ce droit à la déconnexion au détriment peut-être d'autres choses? Oui, je pense que c'est un rappel classique à finalement un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, avec une incitation aussi derrière le droit à la déconnexion, sur la culture du dialogue en entreprise. Voyons-nous, parlons-nous, discutons, arrêtons d'envoyer des emails qui sont peut-être des injonctions différentes, et surtout lorsque j'envoie ces emails sur des périodes qui sont consacrées au repos. Tout ça crée des tensions inutiles. On peut très bien résoudre des situations par le biais de dialogue. Et donc ça rejoint aussi le thème de se dire, effectivement, les entreprises ont un petit peu assez du télétravail, non pas parce qu'ils représentent, par ce qu'ils représentent, mais par le fait que si j'ai un salarié à distance, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est difficile d'avoir ce que vous disiez, c'est-à-dire d'avoir la culture d'entreprise, de se voir, de se dire les choses. Partager la culture, faire intégrer les nouveaux entrants et puis continuer le dialogue, c'est peut-être plus facile en physique et pendant les horaires de travail que de le faire à distance pendant les week-ends, ce qui me semble du bon sens. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Marc Albiol. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein d'Ogletree Dickens. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change.